Bonjour, on va parler aujourd'hui COP26 qui vient de se terminer avec les deux chercheuses responsables du programme climat à l'IRIS, Julia Tass, Sophia Cabèche, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que l'on peut résumer de façon un petit peu symptomatique et dramatique cette COP26 qui se termine par les larmes du président à la clôture de la COP26, signe extérieur d'un échec formidable? Alors je dirais peut-être pas que c'est un échec, effectivement pour le secrétaire et surtout pour le Royaume-Uni qui aujourd'hui était l'hôte de cette COP26. Le Royaume-Uni avait des grandes ambitions, notamment après le Brexit, ça lui permettait de se repositionner en tant que puissance en dehors de l'Union européenne. Or, après la COP21 et ce que la France et la diplomatie française avaient réussi à faire, ils cherchaient à atteindre le même niveau de succès diplomatique. Et c'est pour ça que on peut considérer la COP26 comme un échec dans le sens où on n'a pas atteint le même niveau d'accord, de dynamique internationale que ce qui avait été le cas pendant la COP21. Donc pour le gouvernement britannique, c'est sans doute, non pas un échec, mais en tout cas une déconvenue. En même temps, on le voit bien dans la déclaration des différents responsables politiques qui se sont succédés. Il y a à la fois chez les uns le fait de déplorer effectivement de ne pas avoir atteint les objectifs fixés, et des autres, à l'image de la ministre française, Barbara Pompili, dire c'est formidable, on a quand même progressé. Donc il y a à la fois la volonté peut-être soit de mettre la poussière sous le tapis en disant qu'on a quand même progressé. Comment se partagent un peu les analyses de ceux qui étaient sur place? Alors sans doute n'avaient-ils pas les mêmes objectifs, mais on voit un peu que les déclarations des uns et des autres sont partagées entre le fait de dire on a atteint quand même certains objectifs et il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été réalisées. Au niveau du relatif succès ou échec de cette COP, il y a vraiment un double discours qu'on peut entendre. D'un côté, les pays les plus développés, les plus riches, qui considèrent avoir réussi un certain niveau d'accord diplomatique et de mise en commun des efforts, et puis de l'autre, les pays en développement, les pays les plus vulnérables et les ONG, notamment les représentants des populations indigènes, des populations les plus vulnérables, qui, elles, déplorent complètement les résultats de cette COP-là. Et en fait, quand on regarde un petit peu ce qui a été décidé en termes de réduction d'émissions, on est très loin de ce qu'il faudrait. Je veux dire, on est censé réussir à maintenir l'augmentation à plus 1,5 degré. Là, on va vers plus de 2 degrés. On est très loin d'avoir réussi à mettre en place l'ambition nécessaire, alors que même que c'était l'objectif de cette COP. La COP, le 26, le premier objectif, c'était de faire rehausser les ambitions. Sur ça, il y a un échec total. La France, qui est venue donner son discours, donc Emmanuel Macron, en demandant à tous les États d'aligner leurs objectifs, elle-même ne l'a pas fait sur son propre territoire, avec la condamnation pour l'affaire du siècle, etc. Et donc, pour les pays en développement, pour les pays les plus vulnérables, cette COP26 est un échec considérable parce qu'elles n'ont pas réussi à faire avancer les choses sur une thématique qui leur concerne particulièrement, celle de l'adaptation et des pertes et préjudices. Et ici, malheureusement, elles n'ont pas avancé. Alors, adaptation, pertes et préjudices. La différence. Oui. Alors, donc on a 3 grandes manières de répondre au changement climatique tel que c'est fait dans le cadre de l'accord de Paris. La première, c'est l'atténuation, la réduction des émissions. La deuxième, c'est l'adaptation, donc la mise en place de pratiques qui vont permettre à nos systèmes, à nos sociétés de pouvoir continuer à perdurer dans le temps. Un exemple très simple, c'est la mise en place sur là où il y a de l'érosion côtière, de digues par exemple, pour stopper l'élévation du niveau des mers. Et puis les pertes et préjudices, ce sont tous les pertes et dommages que l'on subit suite à l'occurrence par exemple d'une tempête, d'un cyclone, des choses que l'on ne peut pas éviter, mais qui nécessitent ensuite une reconstruction, des investissements. Et donc les pays en développement aujourd'hui sont déjà touchés par ces impacts-là. Leurs sociétés ont besoin de se reconstruire, mais ils n'ont pas les financements nécessaires. Et cette COP-là, c'était un enjeu pour eux de pouvoir réussir à accéder à ces financements-là, d'avoir un mécanisme dédié, et ça a été mis complètement sous la table avec un refus franc de la part des pays développés de ne pas vouloir s'engager là-dessus avec la mise en place d'un dialogue. Et on est très loin aujourd'hui d'être à la nécessité d'un dialogue, il faut agir, je veux dire, c'est plus lointain ces impacts-là. Alors, une fois de plus, on a dit que c'était la COP de la dernière chance. C'est pas la première fois qu'on dit que c'est la COP de la dernière chance. Est-ce que c'est vrai ou quand est-ce que ça sera vraiment trop tard? On peut considérer, pour certains aspects, qu'il est déjà trop tard. C'est-à-dire que il y a un niveau de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui est tel qu'aujourd'hui on sait que la fonte des glaces va continuer. Pour la fonte des glaces, notamment la fonte de la calotte glaciaire du Groenland, on sait qu'on a enclenché le processus. Donc pour ça, il est trop tard. Après, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les humains? Ça, c'est une autre question. Donc il est jamais trop tard dans le sens où tout ce qu'on va faire va freiner ce qu'on va ensuite subir.
On dit à chaque COP que c'est la COP de la dernière chance parce que les pays qui sont touchés par le changement climatique dont parlait Sophia tout de suite, eux considèrent que c'est leur dernière chance. Un pays qui a 70% de son territoire à 2 ou 3 mètres au-dessus du niveau des eaux, si on ne stoppe pas nos émissions dans les 10 années qui viennent, son territoire va disparaître. Donc pour un pays comme les Tuvalu, les îles Tuvalu ou les Fidji, etc., les COP qui ont lieu actuellement sont des COP de la dernière chance. Pour un pays comme les pays développés, comme la France ou l'Europe, qui d'une part se trouvent dans des zones tempérées, donc un peu moins exposées à certains impacts du changement climatique, et qui d'autre part ont des financements pour des énergies renouvelables, des digues, donc à la fois l'atténuation et l'adaptation, c'est pas la COP de la dernière chance. Et c'est là le problème, c'est que les pays développés n'ont pas assez d'incitation à l'action dans les faits, puisqu'ils savent qu'ils pourront s'en sortir. Alors que les pays en développement, et en particulier les pays qui se situent dans les zones tropicales ou des petits pays insulaires, eux pensent que c'est la COP de la dernière chance et le formulent tel quel. Alors on avait estimé à 100 milliards de dollars par an à la COP 21 les besoins pour permettre justement l'adaptation. Où en est-on ? Et quels sont les mauvais payeurs ? Alors, il y a différentes estimations qui sont faites. Globalement, on estime qu'aujourd'hui, on est à 80 milliards à peu près par an, donc loin des 100 milliards. Ces 100 milliards, ils ont en effet été réentérinés dans l'accord de Paris en 2015, mais en fait, les États s'y étaient déjà accordés dès 2009. Donc c'est une somme qui était connue de tous depuis 2009, elle avait cet objectif à 2020. L'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on est encore loin de les atteindre. On devrait les atteindre en 2022-2023. Sauf qu'en fait, à mesure que les pays n'ont pas accès à ces financements-là, les pratiques d'atténuation et d'adaptation, elles mettent du temps à se mettre en œuvre. Et donc pour eux, c'est du délai supplémentaire, et donc ça va être des impacts à prendre de plein fouet qui va être d'autant plus violent. Alors, les mauvais payeurs, en fait, ici, il faut distinguer surtout les types de financement qui sont accessibles au pays. Il y a d'une part des subventions et d'autre part des prêts. L'enjeu, c'est que la plupart des pays donnent des prêts, ce qui endette encore plus les pays en développement. Sur les 100 milliards, on ne distingue pas entre prêts et subventions. Exactement. Alors, c'est-à-dire que lorsqu'on va regarder, on peut savoir de quel type de fonds il s'agit, mais les 100 milliards, c'est un gros paquet qui reprend les deux. Et par exemple, l'Union européenne qui se vante de consacrer 25 milliards, c'est plutôt des prêts ou des subventions ? Il y a beaucoup de prêts qui font partie de ça, avec des taux d'endettement assez importants. C'est notamment ce qui est dénoncé par... c'est pas vraiment des cadeaux, en fait. Ah non, ce ne sont pas des cadeaux. Mais justement, en tout cas, les ONG climatiques demandent à ce que ce soit des subventions, dans un objectif de justice climatique, parce que ces États-là, pourquoi est-ce qu'on leur donne les 100 milliards ? C'est pas parce qu'ils sont beaux et qu'ils sont gentils, c'est parce qu'ils n'ont pas contribué, en fait, à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Ce ne sont pas eux les pollueurs historiques. Et donc, d'une manière juste, il apparaît correct de pouvoir leur aider en fait à adapter leur société aux impacts auxquels ils font face. Alors chaque pays doit s'engager à donner un agenda de la façon dont il va lutter contre le changement climatique. C'est un programme national. Est-ce que tous ont déposé leur plan ? Est-ce que d'une part l'absence de Xi Jinping et Poutine a un petit peu entaché le caractère global de la COP26 ? Et dans les déclarations d'intention des pays, quels sont les pays qui sont, disons, dans les clous et ceux qui restent un peu en dehors de l'épure. Alors, qui est dans les clous ? Personne. Il y avait un seul pays qui ne l'est plus. C'est-à-dire les clous, quand on parle de clous, c'est sur lesquels, c'est-à-dire avoir une feuille de route qui permette de rester dans le cadre de l'objectif de l'accord de Paris, donc limiter l'augmentation à plus 1,5 degré. Alors là, on estime, d'après les nouvelles contributions, notamment celles qui ont été mises à jour pendant la COP26, on arriverait à 2030 à peu près plus 10% d'émissions comparé à 2010, alors qu'on doit les réduire. On doit être à moins 45%. D'ici à 2030, c'est ce que nous dit le GIEC pour rester sous la barre des 1,5, donc on est très loin en fait de pouvoir atteindre ces objectifs. C'est pour ça que cette COP n'est pas un succès et qu'elle n'a pas réussi à atteindre l'ambition qu'elle s'est fixée. Et d'ailleurs, alors même qu'ils sont censés fournir de nouvelles feuilles de route tous les 5 ans, donc la prochaine aurait été censée être en 2025, la COP26 ayant été décalée d'1 an, eh bien on demande aux États de revenir dès l'année prochaine, donc dès la COP26 qui aura lieu en Égypte, avec des nouvelles feuilles de route. Sur ce qu'on regarde des États, ce qui est intéressant à noter, c'est que la plupart se sont engagés à la neutralité carbone, neutralité climatique à 2050. Quand on regarde un petit peu, il y a plus d'une centaine de pays qui a dit voilà, en 2050 on sera carbone neutral, climate neutral. Mais en fait l'enjeu ici, ça c'est des engagements de long terme. Pour pouvoir les atteindre, il faut avoir des engagements à des échéances plus courtes, 2030 notamment, qui sont assez importants et qui nous permettent justement de pouvoir ensuite atteindre cette neutralité.
Pour l'instant, on en est très loin, comme je l'ai dit, plus 16% d'émissions. Aujourd'hui, on est à plus 10% d'émissions. Donc, on n'est absolument pas sur une diminution. Atteindre la neutralité paraît un petit peu farfelu. C'est un peu le paradoxe, parce que déjà 2030 c'est quand même loin, mais on a l'impression que quel est le problème du réchauffement climatique? C'est que les États font plutôt un arbitrage sur le court terme par rapport à long terme, en disant sur le long terme je serai plus là, et donc et par contre l'an prochain c'est moi qui dois payer la note pour les élections ou être devant mon million public. Et en même temps on a l'impression qu'on prend beaucoup d'engagements sur 2050 et très peu sur 2025. C'est un peu comme les bonnes résolutions au début de l'année. On est sur le même type d'annonce. Donc ce qu'il faut regarder, c'est d'une part à quelle échéance sont faites ces bonnes résolutions. Si on dit je vais perdre tant de kilos d'ici la fin du mois de février, il faut commencer dès le début du mois de janvier. Si on dit la même chose pour la fin de l'année, on se dit je commencerai en juillet, je vais y aller doucement, etc. Donc c'est vraiment la même chose, c'est-à-dire que quand on prend un engagement pour 2050, aujourd'hui en 2020 ou en 2021, on se dit que les prochains gouvernements le feront, que ça commencera en 2030, voire on fait passer des politiques publiques qui établissent un début en 2030, ce qui nous permet de nous dédouaner, parce que les prochains gouvernements feront tomber ces propositions et qu'elles ne seront jamais mises en place. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut regarder, c'est l'échéance de la bonne résolution. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'elles ont vraiment été suivies. Parce que ce qu'on a pu observer, c'est que normalement en 2015, lors de la COP21, les pays devaient déjà remettre une feuille de route. Donc il est facile d'observer d'une part les engagements qu'elles avaient pris, et d'autre part, est-ce qu'elles les ont respectés. Et ça s'observe en regardant en termes de politique publique, en termes d'investissement, est-ce que ça a suivi les objectifs. Et ça dépend des sources, mais globalement, sur un nombre de parties qui est proche de 190, il y a une petite trentaine de parties grand maximum qui étaient plus ou moins proches des engagements pris. Donc c'est-à-dire que sur plus d'une centaine de bonnes résolutions, il y en a 10, 20, 30 qui ont suivi, ou qui ont en tout cas mis en œuvre des lois pour essayer de suivre ce qu'ils avaient promis. Et puis surtout, au niveau global, en fait, entre 2015 et aujourd'hui, les émissions ont continué à augmenter. Donc juste ça, c'est-à-dire que quand on regarde le paquet global, en fait, malgré ceux qui ont fait des efforts qui sont vraiment mis au régime, le reste a continué. Surtout qu'entre-temps, de nouveaux rapports scientifiques sont venus dire que la situation s'était aggravée, et que donc ce que l'on risque, c'est plutôt 2,5 degrés, 2,7 degrés, plutôt qu'1,5 degré de réchauffement, si on continue sur l'actuelle trajectoire. Absolument. Et si on continue sur la trajectoire auquel se sont engagés les pays à la COP26, c'est ça qui est inquiétant. Alors même que c'est l'endroit où justement on doit se réunir pour augmenter l'ambition, bon bien sûr on met la lumière sur eux pendant 2 semaines alors qu'on travaille dessus toute l'année, mais c'est vraiment le moment où on attend d'eux une prise de décision importante pour pouvoir renverser justement cette dynamique-là, et on en est loin. Les 2,4 degrés vers lesquels on se dirige, c'est sur la base de ce qui vient d'être pris en fait dans les 2 semaines qui sont passées, donc c'est ça qui est inquiétant. Il faut bien comprendre qu'en fait, plus la température va augmenter, plus les impacts seront importants, en termes d'intensité, en termes de fréquence. Et donc les populations les plus vulnérables, les États qui ont le moins de moyens, vont devoir faire face à des risques pour leur population et pour la sécurité, en fait, tout simplement, de leur population, leur sécurité économique et tout cela. Donc ça, c'est un enjeu assez important, en effet. On a vu la COP26, des lobbies pétroliers qui étaient très présents. Donc il y a quand même une foire d'empoigne, et que des gens sont là dont la lutte contre le réchauffement climatique n'est peut-être pas l'objectif premier. Oui, je vais peut-être commencer et tu compléteras. Effectivement, c'est ressorti. Alors, ça fait des années que les pétroliers envoient des émissaires au COP. Ça a toujours été le cas. C'est un peu comme s'il y a des producteurs de tabac à un sommet contre le cancer. Et la question s'est posée pendant la COP parce que on relevait leur présence, pas forcément parce qu'ils étaient plus nombreux que d'habitude en termes de nombre, mais par contre parce que, contrairement à d'habitude, la COP s'est organisée dans un contexte sanitaire un peu compliqué, donc il n'y avait pas le même nombre de représentants de tous les pays que d'habitude. Ça a été compliqué pour certains pays d'envoyer leurs équipes de négociation, alors que les représentants du secteur pétro-gazier, eux, étaient là. Donc c'est peut-être ça qui a marqué une différence par rapport à d'habitude. Et d'ailleurs, il y a sans doute un lien entre la présence de ces personnes-là et le texte. Ils étaient peut-être au courant, ou en tout cas il y avait eu des bruits de couloir sur le texte qui vise à arrêter de financer des projets d'énergie fossile à l'étranger, parce que on est passé d'un texte relativement ambitieux à un texte qui intègre tout le temps
la possibilité d'en On est financer... passé de out à down, donc de l'arrêt à la réduction. Déjà, on est passé de l'arrêt à la réduction, et en plus, sont pris en compte les projets qui vont continuer à faire des énergies fossiles, mais qui arrivent à capter le CO2. Donc on considère que finalement, c'est pas si problématique de continuer à financer des énergies fossiles si ces projets-là réussissent à capter une partie du CO2 qu'ils émettent. Peut-être que tu peux compléter. Ouais, c'est exactement ça. En fait, il y a eu deux choses. Donc, il y a eu en effet ce mécanisme indépendant de la décision de la COP qui vise à stopper le financement des énergies fossiles, avec quand même deux précisions à apporter, mais qui sont cruciales parce qu'elles vont beaucoup influencer la dynamique dans les futures années. Ce dont Julia vient de parler, c'est-à-dire qu'on va autoriser le financement des projets auxquels sont annexés la capture et le stockage du carbone, c'est-à-dire des projets où en fait on va réussir à éviter des émissions supplémentaires. L'enjeu ici, c'est lequel ? C'est qu'en fait, en permettant de continuer à extraire, à produire, à mettre sur le marché des énergies fossiles, en fait, on a une sorte d'aléa moral qui va nous dire, finalement, vu qu'on a cette technique-là qui va nous permettre de prendre le CO2, de le stocker, continuons sur le même business model, ce qui, du coup, nous écarte des investissements des énergies vertes, nous écarte du changement de modèle que l'on recherche justement pour réussir à sortir de la situation dans laquelle on se trouve. Et faut quand même rappeler que la capture, le stockage du carbone, aujourd'hui, on en est quand même à des certitudes scientifiques qui sont relativement faibles, c'est-à-dire qu'on n'a jamais stocké en des quantités aussi importantes que ça ne devrait être le cas du CO2 dans des formations géologiques. Ça implique des pipelines, ça implique des matériaux assez conséquents avec des pollutions, des risques de pollution importants, donc ça s'accompagne de ça. Et puis l'autre mention, c'est quand même de limiter, on autoriserait les projets qui, je cite, ne vont pas à l'encontre des 1,5 degré de l'accord de Paris. Alors, sous quelles conditions ce sera, je ne sais pas. Qui est-ce qui va déterminer ça, je ne sais pas, mais ces petites précisions elles sont importantes. Et puis, comme tu l'as très bien dit, on a réduit l'ambition en disant réduction du charbon et non pas sortie du charbon, mais c'est quand même une avancée que les énergies fossiles soient citées dans une décision finale de qu'elles soient au moins ciblées. C'est ça, c'est depuis le protocole de Kyoto. Par rapport au groupe de pression, au groupe d'intérêt, est-ce qu'il n'y a pas aussi, en réaction, en fait, une force mondiale ? Est-ce que la lutte pour la préservation de la planète n'est pas devenue une cause commune et qui, finalement, quels que soient les régimes, mobilise une grande partie des opinions et la jeunesse ? Est-ce que l'avenir, la solution n'est pas de ce poids des opinions publiques, des sociétés civiles qui se mobilisent de façon de plus en plus forte, visible, pour dire c'est la terre dans laquelle nous allons vivre, nous, générations futures, merci d'arrêter de la saloper. Si, il est certain que c'est quand les opinions publiques et les votes vont s'orienter que les gouvernements vont Est-ce qu'on n'a pas aussi ce même système, y compris dans les pays dans lesquels on ne vote pas ? Est-ce que dans des pays plus autoritaires, il n'y a quand même pas aussi un mouvement pour dire attention à mes poumons, attention à l'air que je respire, l'eau que je bois ? Oui, mais il y a aussi, il faut leur fournir souvent à ces populations-là un certain niveau de développement. Oui. Et c'est là où les pays sont toujours à hésiter, parce que il faut leur fournir des conditions de vie qui sont des conditions qui vont vers un standard de vie toujours plus élevé, une meilleure éducation, etc., etc., avec des financements qui sont pas forcément disponibles. Et si les financements étaient plus importants, alors ils pourraient investir dans des énergies renouvelables qui leur permettraient d'atteindre un niveau de développement identique, mais avec des énergies renouvelables. Aujourd'hui, quand on doit fournir à une population un certain nombre de mégawattheures, par exemple, on va être confronté à un choix. Une centrale à charbon pas chère, avec un combustible qui est pas très cher pour l'instant, et des énergies renouvelables qui nécessitent des technologies qui sont relativement chères, un espace bien plus important. En plus, c'est intermittent, donc il y a beaucoup de questions techniques. Donc les gouvernements, souvent, se tournent vers l'option la moins chère, tout simplement. Et c'est pas forcément un choix délibéré que d'adopter les énergies fossiles, c'est plus un choix pratique. Et par contre, dans nos démocraties, je pense notamment à la France, à d'autres pays de l'Union européenne, il y a un risque aussi, c'est-à-dire qu'on voit depuis de nombreuses années la société civile qui se mobilise, les jeunes qui se mobilisent pour demander l'action, et vu qu'il n'y a pas de réponse, en fait, de la part des décideurs politiques, il y a une sorte de dégoût, en fait, il y a une sorte de détachement de la politique, un manque de confiance dans les élites, dans les preneurs de décision, parce que justement, on dit, attendez, la science est claire depuis
depuis les années 80, 90, on dit qu'on n'est pas sur la bonne route. Vous êtes au pouvoir, c'est notre génération, c'est notre futur qui est en danger là, à cause des décisions que vous ne prenez pas. Et donc, il y a une sorte de, voilà, on se dit finalement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'agir? Je pense ici notamment à des pratiques, par exemple, de désobéissance civile, qui se détournent complètement, en fait, de la pratique démocratique actuelle, parce qu'on se dit, mais en fait, on a déjà tout essayé, tout le dialogue, les marches, etc., ça ne fonctionne pas, on ne nous écoute pas. Et donc ça, c'est un risque qui est quand même assez important, je pense, et qui doit être pris en compte par les décideurs politiques. Il faut faire attention, parce que la crise, l'enjeu climatique, parce que c'est pas vraiment une crise, ça va continuer, l'enjeu climatique peut faire perdre en crédibilité, en fait, les personnes qui sont au pouvoir, dans la mesure où elles ne répondent pas à l'enjeu du siècle, finalement. Elles restent sur des échéances de plus court terme, comme on disait. Pour conclure, puisqu'on arrive un peu à la fin de cet entretien, si vous deviez retenir les flops et les tops de cette COP26, qu'est-ce qui a réellement échoué, ou on aurait pu obtenir quelque chose, ça a échoué, et qu'est-ce qui a réussi? Commençons par les flops pour terminer sur une note positive. Alors, je vais commencer par les flops, parce que les tops, je ne saurais pas quoi dire. Alors, sur les flops, certainement, tout ce qui est lié à l'adaptation, donc au financement de l'adaptation et au financement et à la prise en charge des pertes et préjudices. Il n'y a eu aucun avancement là-dessus. Le manque d'ambition, bien sûr, ça c'est un gros flop. On n'a pas du tout réussi à faire augmenter les ambitions des pays, alors même qu'ils n'avaient pas respecté les anciens, mais tout de même, ça donne un signal politique important. Peut-être un petit top, oui, l'article 6, t'en parlera peut-être après. Et puis, un autre flop, la représentation à la COP, ça a été un vrai enjeu. Il manquait beaucoup de personnes des pays du Sud parce qu'elles n'ont pas pu y aller. Il manquait un accès aux salles des négociations pour beaucoup d'observateurs, des sections qui étaient fermées alors qu'elles sont d'habitude ouvertes. Pour quelles raisons? Pour des raisons sanitaires, parce qu'il y avait des quotas en fait de personnes, ce que l'on peut fortement comprendre, sauf que c'est le seul moyen d'action en fait pour les observateurs, c'est d'être ici pendant les négos pour pouvoir aller influencer. Donc ça c'est les flops principaux pour moi. D'accord. Et peut-être en termes plus global, pas forcément sur le texte, les négociations, etc. La bonne nouvelle, c'est qu'on était quand même parti avec un sentiment un peu morose, c'est-à-dire que les feuilles de route n'étaient pas à la hauteur les premiers jours de la COP. Boris Johnson, la reine d'Angleterre, la famille royale se démenaient pour essayer d'initier un mouvement de politique qui n'a pas pris. Xi Jinping, Vladimir Poutine n'étaient pas là. Et donc on s'est dit, bon, s'il y a même pas le momentum politique, on va nulle part. Or, entre-temps, d'une part, il y a eu des coalitions, donc des annonces sur le charbon, des annonces sur la déforestation, des annonces sur le méthane. Donc on a senti quand même que les gouvernements... Annonces qui vous paraissent crédibles? Annonces qui paraissent... en fait, le diable est dans les petits mots en bas, hein, ça c'est certain. Donc annonces qui paraissent crédibles dans la mesure où beaucoup sont pas très très engageantes. Et puis, donc il y a eu quand même des mobilisations, des coalitions d'États qui ont joué le jeu, et puis l'annonce entre la Chine et les États-Unis, qui, si elle change pas vraiment la donne, pose quand même un cadre relativement c'est ce qui avait ouvert la voie un peu au succès de la COP 21 quand même. Oui, absolument. Oui, il y a 6 ans. Donc, je me dis qu'en termes de top, peut-être que la COP 27 sera plus réussie que la COP 26, qui était de toute façon compliquée à organiser, compliquée à tenir dans les temps, etc. Ça a été très compliqué pour les deux co-organisateurs, l'Italie et le Royaume-Uni, de la mettre en place, cette COP. Donc, pour cette année, on peut pas dire que ça a été un succès absolu. Je dirais pas que la COP 27 est la COP de la dernière chance non plus. Sinon, on se dirige quand même droit dans le mur. L'idée, c'est que cette COP 26, elle a permis, je pense, de réenclencher une dynamique plutôt ambitieuse pour la COP 27. Et voilà, il faut se mettre en marche pour la COP 27 maintenant. Ce qui a changé maintenant, c'est que quand on ne respecte pas, on est plus vite mis en accusation si on ne respecte pas les règles, beaucoup plus fortement qu'auparavant peut-être. Oui, il y a du name and shame de manière, et puis c'est un peu sur ça que repose l'accord de Paris aussi, parce que vu qu'on demande à chacun de nous dire qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez contribuer, il y a ensuite aussi la capacité de dire quand même je fais pas assez d'efforts de ton côté. Mais je pense que le plus gros enjeu là, c'est d'essayer de passer aux actes et plus qu'aux promesses, parce que là ça fait 5 ans depuis 6 ans depuis l'accord de Paris qu'on dit on va faire ci, on va faire ça, c'est même pas respecté, sauf que l'urgence est là, donc passer des promesses aux actes, je pense que ça me paraît indispensable aujourd'hui. C'est votre conclusion également? C'est ma conclusion également, et je dirais par rapport à cet affichage qu'on a beaucoup plus de moyens de vérifier qu'auparavant, et ça a été d'ailleurs, on l'a vu, les ONG sortent énormément de documents, de rapports, donc on peut plus raconter autant de bêtises qu'avant devant tout le monde, et ça c'est la bonne nouvelle.
Ok, on va au moins terminer sur cette note positive en attendant la COP27. Merci, Merci beaucoup. Sophia et Julia. Merci.